Fursac, nature d'homme. Je demande pardon à Frangelico, à Leonardo da Vinci, pardon à Verdi et au grand Puccini. Car pour moi, les plus grands chefs-d'œuvre que me donnait l'Italie, c'est le café San Marco. Pardon Michelangelo. Café San Marco, le chef-d'œuvre du café italien. Ce rouge, ce bleu, renseignez-vous. On sait déjà que ça fait du chaud et du frais. Continuez. Le chaud et le frais, c'est la climatisation, évidemment. La climatisation, c'est 2 fois mieux. Évidemment. Chaleur, fraîcheur, la climatisation, c'est 2 fois mieux. Les emballages vides des lessives liquides, on pourrait peut-être trouver un peu mieux pour la nature. Non, en choisissant par exemple un emballage moins polluant. Oh bah Whisk. Nouvel emballage Eco-Whisk, 60% de plastique en moins. Comment dire non qu'à Whisk? Toutes les nouvelles BMW série 3 sont équipées de l'ABS, car la sécurité n'est pas une option. Nouvelle BMW série 3, les hommes n'ont pas fini d'aimer les voitures. Quand vous assurez votre voiture, c'est souvent régime sec, garantie au compte-gouttes, kilomètres rationnés, franchise indigeste, et puis l'addition est souvent salée. Le GAN met les pieds dans le plat avec les tarifs bleus. Assurance tout risque, kilométrage illimité, à des prix légers. Tarif bleu du GAN, comparé, vous serez soufflé. Appelez votre conseiller du GAN. Je veux mon épéda. Pourquoi réclame-t-elle son épéda? Parce qu'en plus du soutien ferme de ses spires, le matelassé exclusif Epeda vous offre un confort moelleux. Epeda Multispire, la fermeté et le plaisir. Chérie, je veux mon épéda. L'amour vous va bien. Il reste 200 mètres à parcourir, attaqué maintenant en pleine piste par Célac. C'est la course favorite de l'équipe. Le Kabutocho, c'est-à-dire la bourse de Tokyo, affichait une plus forte hausse d'environ 1 à 2%. La parole est à la... C'est l'ensuite tiré qui marque 1-0 pour l'équipe de France. France Info, 24 h sur 24, la seule radio d'information continue. Cinéma, deuxième. Filmé par Cinéma deuxième, le grand Franck Capra parle de ses films, de la mise en scène et du cinéma. Cinéma deuxième avec aussi Jean-Pierre Mocky, Nikita Mikhalkov, Alan Parker et bien d'autres. Cinéma deuxième, l'émission qui aime le cinéma. Ce soir, minuit 5 sur Antenne 2.
Madame, monsieur, bonsoir. Le titre de notre émission de ce soir, l'amour toujours. Il n'y a plus d'âge pour l'amour. Vous savez qu'aujourd'hui on recule les limites du vieillissement, on recule donc les limites de la vie, on recule les limites de la séduction, on recule donc également les limites de l'amour physique, de la sexualité. Et pour entrer tout de suite dans le sujet, pour ne pas tourner autour des choses, je propose même avant de vous présenter mes invités, de vous proposer un document qui va peut-être vous choquer, qui va peut-être vous mettre mal à l'aise, qui a déjà été diffusé sur Antenne 2, qui a provoqué d'innombrables réactions. C'était dans le magazine Envoyé spécial. C'est un document que les téléspectateurs canadiens ont pu voir, car le problème, vous en doutez, dépasse largement le cadre de la France, et ce sujet reste tabou malgré tout un peu partout dans le monde. Ce sont donc les Canadiens qui ont pu voir ce document que vous allez pouvoir vous suivre tout de suite. Je t'aime, Clara. François. Tu es belle, Clara. Ton corps, Clara. Ton corps beau. Ton cou que mes lèvres font encore tressaillir. Tes seins que ma tendeur fait frémir. Ton ventre toujours chaud. François, laisse-moi goûter les retrouvailles de tes mains sur mon corps. Que c'est bon avec toi. Garde-moi serré contre toi, François. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Clara, Clara, je t'aime. Je suis bien. Clara, nous avons osé. Oui. Voilà, la sexualité de ceux qui n'ont plus 20 ans depuis longtemps. Ce sera au cœur de notre émission de ce soir. Mais reprenons les choses par le début, car pour parler sexualité, il faut parler séduction. Et il faut d'abord que je vous présente mes invités. Il y a Eddie Barclay, que tout le monde connaît, que l'on ne présente pas. C'est l'homme aux 8 femmes, et on dit que Beethoven a composé 9 symphonies et que vous avez eu 8 femmes pour le moment. C'est Coluche qui disait ça à Thierry Lelorgne. Il y a la 8e de Barclay et la 9e de Beethoven. Voilà. Il y a Macha Béranger qui est la voix de la nuit sur France Inter. Elle écoute les solitudes, elle écoute les témoignages de tous les auditeurs qui l'appellent. Elle est donc parfaitement placée ce soir pour répondre à ces problèmes. Elle a également écrit un livre, on en parlera tout à l'heure. Il y a, je vous la présentais juste avant l'émission, Madame Soleil, la célèbre astrologue que l'on ne présente plus. J'ai failli épouser d'ailleurs. Que vous avez failli épouser. Oui. Et qui vient de se marier, je le disais tout à l'heure, il y a 3 semaines, c'est ça Madame Soleil? Exactement. 3 semaines, à 78 ans, mariage d'amour. Oui, tout à fait. Voilà. Il y a également d'autres invités que je vous présenterai tout à l'heure. Il y en a un que je vais vous présenter tout de suite, c'est le docteur Jacques Weinberg, qui se préoccupe, qui est un spécialiste de ces problèmes du vieillissement et de la sexualité à l'occasion de donc des personnes plus âgées. Le champ d'investigation est très marin. Émission de vieux, excusez-moi, parce que je m'en vais si c'est une émission de vieux. C'est pas une émission de vieux. C'est une émission de jeunes aussi. Bien. Alors, sur le temps qui passe. Le temps qui passe, c'est de passer de la beauté de la jeunesse, d'une certaine façon, au problème de la vieillesse. Et il faut donc continuer aujourd'hui, à séduire. Et séduire lorsqu'on vieillit, c'est pas forcément une affaire facile à résoudre. C'est d'abord une affaire intime. C'est se voir dans la glace jour après jour, on voit son visage changer, on voit un corps et un visage étranger apparaître à la place du sien, ou tout au moins on a cette impression-là, et puis les autres prennent conscience de votre âge, et puis ils vous en font également prendre conscience. Et puis c'est là aussi la retraite pour certains, c'est-à-dire la coupure avec la vie active, les gens plus jeunes qui vous considèrent comme simplement, je dirais, le garde ou la garde des petits-enfants et qui vous donnent un rôle que vous n'avez pas forcément envie de tenir. Alors, ceux qui sont mal dans cette nouvelle peau, eh bien, ils doivent déployer, vous en doutez, une énergie farouche pour rester dans le coup, pour continuer à avoir le droit de plaire, de séduire encore, d'exister, disons tout simplement, pour un peu de temps encore dans le regard des autres. Mais avant d'affronter ce regard-là, il faut continuer donc à se supporter soi-même, à se plaire encore. Et c'est donc la première chose à faire, essayer de reconquérir cette voie qui vous offre le besoin et la facilité de séduire encore. Alors nous avons pris un exemple tout de suite
qui va bien symboliser cet effort de reconquête, c'est Evelyne. Evelyne Trémoy a 72 ans. Elle vient d'être engagée par Jean-Paul Gaultier comme mannequin. Regardez. C'est un peu la destinée et le plus grand des hasards. J'étais donc en phase véritablement de déprime depuis déjà un certain temps et j'ai toujours aimé la mode. Et un jour, mes yeux tombent sur le Pariscope et une petite annonce disant cherche Jean-Paul Gaultier cherche mannequin de 17 à 77 ans. Je me mets au défi moi-même d'y aller, j'y vais. Et puis, c'était vraiment la destinée, il m'a pris. Donc, ça a passé, ça a duré toute la journée, cette représentation. J'ai défilé 2 fois et sans aucune appréhension, j'ai pris ça un peu comme un jeu, un divertissement. Personne déjà très avancée dans la vie. Vous venez avec moi? On va voir bien les sûr. choses. Oui, le défilé. Il y a très jolies choses. Oui, voilà. Je suis sûre que les tenues vous allez parfaitement. Je sais que je suis pas trop laide. À part ça, séduisante. C'est-à-dire que j'aime bien marcher, j'aime bien être bien habillée, j'aime bien tout ça. Je suis une horrible coquette. Certaines personnes pourraient vous trouver pas à votre place. Qu'est-ce que vous leur répondez? Il n'y a pas de place maintenant à notre époque. On ne sait plus situer les gens. C'est plus du tout comme dans le temps. N'importe qui fait n'importe quoi. Et donc vous trouvez normal à votre âge d'être mannequin, de faire des défilés? À partir du moment où on m'accepte, je suis très contente. Ça me distrait, ça m'amuse, c'est un spectacle. Et c'est plutôt pour moi presque un délassement, ça me fait du bien. Au point de vue moral, ça me fait du bien. Ça a changé quelque chose dans votre vie privée? Ma vie privée elle-même, non. Rien du tout. C'est-à-dire que ça m'a redonné un peu confiance en moi. Mais sinon, ça n'a absolument rien changé. Et vous l'espériez? Oh non, même pas. Même pas. J'ai dépassé ce stade. Voilà, Evelyne Trémoy est avec nous ce soir. Je voudrais lui poser une question supplémentaire par rapport au reportage de Louis Carzou. Evelyne Trémoy, tout de même, cet engagement par un grand couturier, ça a tout de même changé quelque chose dans votre vie. Ça vous a amené à séduire. Mais séduire dans quel but? Me donner davantage confiance en moi. En vous, pourquoi faire, je veux dire, Pourquoi faire c'est toujours assez désagréable de se voir descendre, dégringoler. Alors, si on peut se maintenir de façon assez agréable, c'est motivant. Bien. Et alors, puis, oui. Je suis très bien soignée par un médecin extraordinaire qui sait me... Et vous avez eu le sentiment de rajeunir en quelque sorte? Physiquement? Non, c'est-à-dire que j'ai un meilleur moral. C'est moral. Physiquement, je sais très bien que je vais plutôt aller en descendant, je vais descendre la pente. Permettez-moi de vous dire le contraire. Je préfère la descendre le moins mal possible. Permettez-moi de vous dire le contraire pour l'instant, en tout cas, madame. Écoutez-moi, je me trouve très laide là-dessus. Macha Béranger? Quand on regarde, madame, on a vraiment beaucoup de... On n'a pas peur de vieillir, si on arrive tout à être comme ça, à 72 ans, je crois, madame. Et je vous trouve magnifique, et bravo. Alors, docteur Weinberg, je disais tout à l'heure que vous êtes un spécialiste des problèmes du vieillissement. Est-ce que les problèmes de la sexualité passent d'abord, des personnes plus âgées, passent d'abord par, je disais tout à l'heure en présentant le reportage, une reconquête de son corps, c'est-à-dire un maintien de la stature physique? Oui, évidemment, aujourd'hui, la question de la santé est primordiale et on sait très bien que la longévité de la vie privée va être plus facilement acquise
puisque notre état de santé, au-delà de la cinquantaine, n'est tout de même plus aussi en question qu'il l'était il y a une cinquantaine d'années, 30 ans même déjà. Mais il y a tout de même une injustice qu'il faut tout de suite reconnaître, parce que sinon ce serait fonder des espoirs un petit peu faciles. On ne calcule pas bien sa longévité, et il y a évidemment ceux qui ont cette chance, comme notre invité, d'être magnifique et d'avoir aussi pris soin peut-être, et on y reviendra, vous le savez, depuis longtemps à sa santé aussi bien morale que physique. Et c'est un peu cette idée-là que, en tout cas ce soir, j'aimerais aborder, c'est qu'il s'agit d'un long parcours et que ce n'est pas un beau jour qu'on se dit « mince, je vieillis, il faut que je consulte ». Alors, Eddie Barclay, on sait que vous êtes et vous faites passer, et vous êtes un séducteur, enfin on vous présente comme tel. Est-ce que c'est un peu comme Evelyne Trémois, est-ce que c'est un problème quotidien? Est-ce que c'est quelque chose auquel, le docteur Weinberg le disait à l'instant, est-ce que c'est quelque chose que vous préparez depuis longtemps, cette éventualité d'une décrépitude physique? Non, pas du tout, parce qu'à partir du moment où on est, le docteur vous le dira, on est en état de décrépitude à partir du moment où on est. C'est pas très nouveau. Oui, c'est parfait pour s'arranger. C'est parfait pour s'arranger. Non, mais c'est tout dans la tête, tout dans le cœur, et tout dans le... Non, c'est dans son activité, dans son amour, dans sa façon d'être. Mais tout de même, vous gérez votre apparence physique, Eddie Barclay? Non, pas du tout, absolument pas. Non, je remercie papa et maman de m'avoir donné une bonne constitution, un physique possible. Et puis à partir de là, on fait avec ce qu'on a, si j'ose dire. Madame Soleil, ça vous inspire quel type de réaction, je veux dire, le fait qu'aujourd'hui, pour les personnes plus âgées, il y ait une recherche constante de la séduction, presque de la performance physique? De la performance physique, mais quand on a entretenu son corps pendant toute sa vie, quand on a fait un peu de sport, quand on n'a pas fait d'abus, quand on est resté bien portant, on a exactement les mêmes réflexes qu'on pouvait avoir à 20 ans, à 30 ans. Pour moi, c'est tout pareil. Tout pareil dans tous les domaines. Par conséquent, j'ai le même attrait pour la sexualité que je pouvais l'avoir à 30 ans. Oui, c'est vrai. Mais l'homme doit bander tout de même. Il faudra tout de même pas oublier ça. Alors, ça, c'est une question fondamentale. Il faut bien mettre les choses... Effectivement, il y a une part active différente. Oui, parce que alors, on en reparlera tout à l'heure. On va dire la vérité, alors... Vous ne croyez pas si bien dire, Eddie Barclay, on en reparlera tout à l'heure. Alors, donc, on a donc... ce souci de séduire, comme le disait tout à l'heure Evelyne Trémois, séduire, mais avec quand même, peut-être pas pour tous, mais pour un certain nombre en tout cas, derrière cette séduction, non pas simplement la volonté de plaire comme ça, de plaire à son entourage, mais de plaire à une personne qu'on a envie d'aimer de manière affective, aimer d'amour, et donc aimer sur le plan sexuel. Alors, ça n'est pas réservé, ça n'est pas un luxe, contrairement à ce que certains pourraient croire. Et vous allez en avoir l'exemple tout de suite. Louis Carzou, notre reporter, est allé dimanche dernier à Bagnoles-de-l'Orne, dans un bal, où il a rencontré un couple. Norbert, 65 ans, qui est un ancien ouvrier, et René, 66 ans, qui exerçait la profession d'agent d'assurance. Et ils se sont rencontrés, ils vivent ensemble depuis 3 ans environ maintenant. On va les écouter et les regarder. Je fréquentais les dancing depuis X temps et je rencontrais personne qui me convenait tout au moins. Et puis là, ma foi, j'ai rencontré ce monsieur, puis ma foi, on ne sait plus. On dansait ensemble, on s'accordait bien. Dans la vie, je pense que ça va bien aussi. Et le temps s'écoule comme ça fait déjà 2 ans. Vous aviez quel âge? À l'époque, j'avais donc 64 ans. Les 2 de plus. Mais on ne pense pas à notre âge en fait. C'est quelque chose qui se vit très bien quand on prend plaisir à la vie. Le cœur en fait n'a pas d'âge. Et on a besoin d'affection, même qu'on ait des enfants et petits-enfants. Donc il y a de l'amour vers les enfants et petits-enfants, mais aussi on a besoin d'avoir la tendresse, moi d'un homme et je pense mon ami d'une femme. Je crois que
C'est à tous les âges. Je pense que la vie sentimentale et sexuelle continue. Je pense que si les personnes sont en bonne santé, c'est une marque de bonne santé, en fait. Et je crois que c'est quelque chose qui est toujours ralenti, certainement, mais qui continue. C'est toujours aussi important? Ah oui, oui, absolument. Je pense que la vie serait un peu terne sans ça, ou alors c'est qu'on n'est plus en bonne santé, donc à ce moment-là, on voit les choses différemment. Mais pour ce qui nous concerne, ça compte encore. Je suis le pape des montagnes, je lève l'âme et l'esprit, le brillant soleil en bas, et le firmament étoilé. Moi, j'ai annoncé tout simplement que j'ai rencontré une amie qui dansait bien, qui me plaisait bien, donc danser. Maintenant, je leur ai dit, je ne sais pas comment ça ira, mais on verra avec le temps. Mais c'était très bien perçu par ma famille. Et je pense que de mon ami, c'est pareil. On se rencontre beaucoup, on vit un peu chez l'un, chez l'autre, mais on garde notre domicile chacun. Les enfants sentent qu'on vit bien, qu'on a une certaine joie de vivre, si vous voulez, même dans la vie qu'on passe. Pour eux, c'est sécurisant, je pense, de nous voir comme ça. Ils sont heureux de nous voir heureux. Alors, ce type de couple n'est pas exceptionnel. Nous avons invité ce soir deux couples, à titre d'exemple, deux couples qui viennent de deux régions de France différentes. Il y a d'abord monsieur et madame Plan, qui nous viennent de la région de Chambéry, c'est ça? Oui, Albertville. Albertville, pardon, j'étais pas loin, c'est la région olympique en tout cas. Alors, monsieur et madame Plan, il y a combien de temps que vous êtes rencontrés? Le 28 novembre 88. En 88, il y a 2 ans. Est-ce que vous vous êtes rencontrés dans des conditions analogues à celles de ce couple de Bagnoles de l'Orne ou dans des conditions différentes? Non. Vous pouvez nous raconter? Eh bien, c'est pas fou. C'est si rigolo que ça. Racontez-nous, parce que alors maintenant... L'avance matrimoniale de Chambéry m'a amené dans la porte de la maison. Voilà. Et ça s'est bien passé. Très bien. Bien. Ce que vous venez d'entendre là, parce que bon, on en rit parce que c'est quelque chose qui fait sourire, mais je veux dire, les personnes qui se sont exprimées là se sont exprimées de manière très simple, pas crue, très simple, sur ce qui les avait amenés à se rencontrer. Est-ce que les rencontres là, que vous avez eues, vous avez quel âge, monsieur? 73 ans. Et vous, madame? 68 ans. Voilà. Bien. Donc cette rencontre, elle a été une rencontre affective pour unir peut-être deux solitudes, où il y avait cet aspect de vie normale d'un couple? C'est-à-dire on était juste tous les deux, de solitude, quoi. Oui. Mais est-ce que vous rejoignez les deux personnes qu'on vient d'entendre là? Est-ce que vous avez une vie normale de couple que vous affichez aujourd'hui, une vie sexuelle? Oui. Oui. Ça veut dire que dans... Oui, Eddie Barclay. Il est bien. On va avoir des renseignements, on n'est pas ici pour... Bien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire, vous en parlez quand même avec une certaine gêne. C'est une gêne par rapport à nous ici ou par rapport aux gens de votre famille? Parce que je voudrais parler ensuite du problème, finalement, peut-être des plus jeunes comme nous, qui parlons de ça peut-être avec un petit peu plus de tabou que vous. Est-ce que ça vous a gêné par rapport à vos familles respectives? Non. Non. Pas vraiment? Non. Bon, je ne vais pas vous fracasser plus longtemps, on viendra vous voir tout à l'heure. Hein? J'ai un autre couple de l'autre côté, c'est pas facile, mais c'est pas facile. Alors, il y a monsieur et madame Lacroix. Alors, monsieur et madame Lacroix, c'est des nordistes. Hein? Oui. Alors, on m'a prévenu avant l'émission, c'est monsieur Lacroix qui parle, c'est ça, madame? Oui, bien. Vous venez de la région de Boulogne? Boulogne-sur-Mer. Alors, vous, c'est tout à fait autre chose. Il y a à peu près, il y a exactement 36 ans que vous êtes mariés. Il y a 36 ans. Bien. Il y a 38 ans qu'on se connaît. Il y a 38 ans que vous vous connaissez. Bien. Est-ce qu'aujourd'hui, votre vie de couple est restée la même sur tous les plans qu'il y a 36 ans? Et il n'y a aucune comparaison. C'est-à-dire? C'est-à-dire que tout est pareil que si on avait eu 20 ans. Et c'est toujours pareil. Vous éprouvez toujours le même attrait pour madame? Toujours le même attrait. Et je crois que c'est réciproque. Oui, madame Soleil, vous vouliez dire quelque chose? Aussi, bravo. Ah, bravo. Alors, est-ce que ça veut dire, monsieur Lacroix, que vous éprouvez les mêmes, comment dit-on, c'est quoi le terme? Pulsions? Oui, alors, le même intérêt,
Pardon, allez-y, docteur. Attirance. Appétit, Ça me fallait que vous voulez dire, est-ce que c'est une fois par jour? Oh non, pas une fois par jour, non. Est-ce que vous éprouvez la même attirance pour madame? Mais je veux dire, on peut se poser la question, bon, l'âge venant, on se modifie physiquement, est-ce que ça n'a rien changé? Bon, sur la question Oui. numéro, ça a changé un peu. Numéro, c'est quoi? C'est-à-dire le nombre. Ah oui, d'accord, le nombre de fois. A changé un peu. Oui. Mais les pulsions sont toujours pareilles. Voilà. Il y a des moments, j'ai toujours qu'un là. infarctus, moi je crois toujours que je vais... On verra tout à l'heure si c'est bon pour le cœur ou pas. Alors, Certainement, bien. il est encore là. je voudrais demander au docteur Weinberg, est-ce que, justement, là, on est tombé sur des personnes qui, deux exemples différents, mais qui éprouvent toujours le même attrait physique l'un pour l'autre. Mais est-ce que tout de même, dans la généralité des cas que vous voyez, les personnes qui vieillissent, à un moment donné, ne décident pas ou bien se croient obligées d'affirmer qu'elles n'éprouvent plus aucun désir? Écoutez, je crois qu'il faudrait poser aussi le problème dans l'autre sens. Oui. C'est qu'est-ce qui nous pousse, je dis nous, c'est-à-dire les plus jeunes en définitive, à croire qu'à un moment donné, cette chose-là va cesser. Est-ce que c'est l'habitude? Est-ce que c'est la pudeur? Est-ce que c'est parce que ça nous dérange un petit peu, par jalousie, que sais-je? Rien n'est démontré. On ne va pas dire, par exemple, à quelqu'un qui aime la musique, mais vous avez 65 ans, maintenant c'est fini, vous n'avez plus votre place dans les salles de concert. Et la séduction, l'attrait, l'appétit, donc, pour cette chose extraordinaire qui est quand même l'émotion sexuelle, il n'y a aucune raison qu'elle cesse. Attendez, je vais vous faire une petite réparation en direct, docteur, parce que vous avez perdu votre micro dans toute cette affaire. Voilà, je vais vous le retrouver là. Voilà. Hein? Alors je ne recommence Bien. pas quand même, on ne va pas tout redire. Voilà, donc vous nous expliquez que... Alors, oui, je disais qu'il n'y avait aucune raison d'appliquer à la sexualité ce qu'on n'appliquerait pas dans d'autres modes de vie et d'autres aspirations, en particulier, par exemple, les aspirations esthétiques, artistiques. Bien. Mais il faut savoir aussi que les jeunes peuvent démissionner, que l'appétit sexuel n'est pas absolument vital, et on va retrouver à peu près les mêmes profils de psychologie. Bien, je voudrais prendre l'avis de deux autres médecins qui sont dans la salle. Voilà. Monsieur Laforesterie. Oui, j'écoutais donc ce qu'elle disait. Donc, Madame Lacroix. Madame Lacroix. D'abord, il faudrait saluer Madame Trémois, c'est bien ça? Par sa finesse. Et je la regardais à mes côtés, elle est très belle, elle est très fine, elle est discrète, mais saluons cette beauté. Bien. Vraiment alors, à son âge. Mais passons à ce que je vous avais demandé. Oui, alors je pense que la sexualité se situe dans une continuité. D'ailleurs, faut-il poser la question concernant la sexualité des personnes âgées? Je considère que c'est tout à fait normal, qu'il n'existe pas de différence entre la sexualité d'un adulte, d'un adolescent ou d'une personne âgée. Certes, il existe une différence au niveau quantitatif, mais pas au niveau qualitatif. Ce sont les mêmes désirs, les mêmes pulsions, les mêmes envies. Et chacun vieillit, si vous voulez, avec sa sexualité. Élie. J'explique ça à ma femme tous les jours. C'est aussi important. Alors, Macha? Parce qu'on parle des hommes pour l'instant, mais la partenaire doit tout de même être très sexy, agréable. Alors justement, on peut peut-être demander... La sexualité évolue, mais enfin la partenaire doit être quand même très agréable pour que monsieur ait toujours les mêmes pulsions et les mêmes envies. Il faut que sa partenaire lui convienne de... Alors est-ce que ça veut dire quoi? Est-ce que l'amour est toujours lié? Est-ce que l'amour est lié à la beauté? Non, pas la beauté, l'attrait, le charme. Oui. Et puis aussi il faut faire des le duo. Non, mais il faut une harmonie. Rentrons dans le vif du sujet, Non, Macha. et tu n'es pas sérieux. On se connaît depuis longtemps. Ce qui est dramatique, c'est l'habitude, j'imagine. Donc, voilà, c'est pour ça qu'il le faut drame, c'est l'habitude. Voilà. Alors, je crois que monsieur et madame n'en sont pas encore à l'habitude, et ça, c'est fantastique. Justement. Alors, on va se voir après. Vous arrangerez ça ensuite. Docteur Le Gouès, qu'est-ce que vous en pensez, vous, qui vous préoccupez de ce problème depuis longtemps déjà? Je pense que nous vivons une époque tout à fait intéressante parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui se passe autour de nous. C'est ce que j'ai envie d'appeler la recherche d'un statut pour le plaisir. Et ceci est en mouvement autour de nous. Et je crois que... C'est quoi un statut pour le plaisir? Un statut, je m'en explique. C'est-à-dire que si le désir n'a pas d'âge, c'est ce que j'ai entendu autour de nous, les moyens de sa réalisation en ont un, quand même. On est obligé d'en tenir compte. Et j'ai beaucoup entendu parler de sexualité, que j'ai envie d'appeler de sexualité d'organes, mais pas tellement de sexualité mentale, psychique. Or, elle existe, et je vais vous répondre par deux images. Simplement deux images. Je pense que la plupart des gens qui sont ici sur ce plateau se souviennent de Fellini Roma.
Fellini-Roma, au moment du film, Fellini décrit sa Rome absolument superbe, et il tombe pendant le tournage du film sur un chantier. Rappelez-vous, il creuse un tunnel où il y a un autoroute, peu importe, et en creusant ce chantier, il découvre des constructions souterraines tout à fait ignorées. Et sur ces constructions, il y a de magnifiques fresques. En portant la lumière de projecteurs sur les fresques pour les filmer, on assiste à quelque chose de stupéfiant. Les fresques se flétrissent et tombent. Pourquoi j'utilise cette métaphore? C'est qu'on ne peut pas tout montrer à l'écran. Vous avez vu les difficultés à parler tout à l'heure. Il y a des choses subtiles qui ne peuvent pas être dites, elles existent cependant en nous-mêmes. Le deuxième point, et j'en resterai là pour le moment, c'est que je reprendrai également un exemple au cinéma. Il y a un film que j'ai beaucoup aimé pour ma part, qui s'appelle La Nuit de San Lorenzo, qui est une chronique de la guerre dans un village italien. Et à un moment, vous voyez un couple de personnes âgées, un homme et une femme de culture rurale, qui se sont aimés il y a fort longtemps et que la vie a séparés, et mariés, enfants, etc., se retrouvent dans les circonstances de la guerre. Ils sont rapprochés en raison de ces circonstances, et ce que je trouve émouvant, c'est qu'ils surmontent les interdits énormes qui sont interposés entre eux. Ils les surmontent pour se retrouver le soir dans une pénombre tendre, et ils pleurent. Ils pleurent de joie. Ils pleurent de joie de réaliser enfin un vieil espoir, mais aussi ils pleurent sur la vie perdue. Voilà, alors, bien, voilà, pour deux exemples, bien. Les autres, si vous en avez d'autres, tout à l'heure, je les ferai un tout petit peu plus court, docteur, parce que sinon, on ne va pas s'en sortir. Madame Soleil, cet aspect, j'allais dire, de gêne malgré tout dans le témoignage de Madame Lacroix et de Monsieur Plan, qui ont eu une certaine forme de courage de venir parler comme ça à la télévision, mais il y a tout de même une certaine gêne. Je voudrais quand même qu'on revienne sur cette gêne-là. Est-ce que vous nous avez dit, moi j'ai fait un mariage d'amour il y a 3 semaines, dans le sens plein du terme, il n'y a pas de restriction. Est-ce que malgré tout la société ne nous met pas en position de gêne lorsqu'on se trouve dans la situation où vous êtes? Je pense que la sexualité n'est pas la totalité de la base de l'amour et d'une bonne entente entre le couple. L'attraction qu'on exerce sur un autre, ça vient du cœur, ça vient du cerveau, ça vient de la chaleur avec laquelle on l'accueille. Et petit à petit, eh bien, on s'aperçoit que la beauté prend une place seconde, mais que c'est surtout les attentions, que c'est surtout la manière de comprendre l'autre et de lui apporter sa totale affection, c'est ça la base. Et c'est là où, justement, d'une façon inverse à celle que nous venons de décrypter, là, c'est que c'est l'amour, c'est l'affection, c'est la chaleur, c'est la tendresse, c'est le dévouement qui petit à petit ressuscite un homme qui était, mon Dieu, on pourrait dire, insignifiant pendant les années précédentes. Et j'ai vu des cas, j'en ai consulté beaucoup dans ma vie. J'ai 150 000 personnes à peu près qui m'en ont parlé. Eh bien, je peux vous dire qu'on peut toujours renaître à ce genre de choses quand tout le reste y est. C'est pas pour un signe. Alors, c'est pas pour un signe. Complètement d'accord. Ça s'applique à tous les signes, ça. Parce que j'ai l'impression, chaque fois que je vous entends, Madame Soleil, j'ai l'impression que vous allez me parler. C'est pas uniquement pour la balance ou pour les Gémeaux, c'est valable pour tout le monde. Hein, on est bien d'accord. J'ai lu quelque part, docteur Weinberg, que il y a un certain nombre de tabous, mais que finalement, si on les dépassait, on s'apercevrait peut-être que le 3e âge, eh bien, ça devrait être l'âge d'or de la sexualité, parce qu'il n'y a plus de problème de procréation, il n'y a plus de problème de tous ordres, d'enfants, etc. Alors pourquoi est-ce que ça ne l'est pas? Parce qu'on en parle ce soir, mais... Jusqu'à quelle heure on en a encore jusqu'à quel âge on peut faire des enfants, pardon? 90 ans, je connais quelqu'un qui en a fait. Ouais. Alors, à toute heure, mais jusqu'à quel âge? Tiens, alors, question des on a des exemples classiques en médecine jusqu'à 80 ans, 86, bien sûr, 90. Bien, alors je reviens à ma question. Oui. Pourquoi est-ce que le 3e âge n'est pas l'âge d'or de la sexualité? Alors, tout au contraire. Pourquoi ça peut être l'âge d'or? Ça peut être l'âge d'or parce que les femmes abordent, après quand même d'un certain nombre de vicissitudes, une zone où la honte de la sexualité commence à s'effacer. Donc ça, c'est tout à fait important pour l'aspect féminin des choses. Sur l'aspect masculin, les hommes pourraient profiter d'une perte de quelque chose qui les dérange beaucoup quand ils sont plus jeunes, qui est, je dirais, un peu l'orgueil.
et une sorte de méconnaissance de la femme. Donc c'est vrai, ça pourrait être l'âge d'or. Alors ça ne l'est pas parce qu'effectivement, il y a quand même des problèmes physiques, et quand on a résolu, quand on a enrichi le versant cérébral et amoureux, il faut bien arriver aux conclusions purement médicales auxquelles on va passer maintenant, c'est-à-dire savoir tout de même que pour réaliser un certain nombre de comportements auxquels on n'est pas d'ailleurs tenu, bien sûr, mais si on veut les partager, là, il y a une injustice qui s'installe. Une injustice entre quoi? Entre physique, je veux dire, entre les hommes et les femmes, puisque tout de même aujourd'hui, il faut le dire sans faire de médecine à la va-vite, que les femmes traversent une période délicate au alentour de la cinquantaine, mais qu'aujourd'hui on les aide, je crois, de façon efficace. On n'aide pas de la même manière les hommes, qui peuvent quand même, on le sait, après 60, 70 ans... Moi, je viens d'avoir ma ménopause et je ne souffre pas beaucoup. Alors, et que là, il y a un problème. Tout à l'heure, Elie Barclay posait la question plus crûment que je ne vais le faire. Oui. C'est vrai que dans l'acte amoureux, l'homme a une responsabilité plus active que la femme. Bien sûr. Alors, le problème se pose différemment pour l'homme. Oui, bien sûr, il se pose différemment, à deux niveaux d'ailleurs. On voit toujours l'érection, pour être clair, parce qu'on a dit qu'on l'était ce soir, mais il y a également quand même une perte au niveau de son plaisir. L'éjaculation n'est plus aussi ni abondante, ni intéressante à vivre, et pas aussi fréquente, et pas aussi facile à obtenir. Ce sont peut-être les prémices qui deviennent. Oui, je crois que la nature a fait quand même bien les choses. Alors justement, à propos de ces problèmes qui sont particuliers à l'homme, qui est dans l'amour plus actif, disons, que la femme. Il y a... Oui. Je ne suis pas de son avis. Si vous vous référez aux enquêtes de Pfeffer aux États-Unis et de Master Johnson, sur les travaux de Master Johnson, et si vous questionnez donc les personnes âgées concernant leur propre jouissance sexuelle, quand j'ai parlé tout à l'heure de qualité, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de diminution dans la qualité de la sexualité, de la jouissance sexuelle. Et ça, c'est vrai. Là encore, aujourd'hui, j'étais dans le cadre d'une consultation, j'avais un homme âgé de 89 ans, qui a une activité sexuelle tout à fait normale, et qui considérait que cette jouissance, ce plaisir, tout à fait intense, équivalent, c'est-à-dire cette jouissance équivalente, à la jouissance qu'il a connue il y a 20 ans. Certes, il y a une diminution au niveau quantitatif, mais je ne suis pas du tout d'accord au niveau des il n'y a pas de Louis Berriot, les Américains qui sont assez experts en études longitudinales ont fait des études, des chercheurs américains de New York ont fait des études sur 4000 personnes de 65 à 90 ans. Oui. Ils les ont interrogés. Et ça donne quoi? Ça donne 97% de ces personnes-là ont des relations sexuelles. Tout à fait. Suivies. Et ça donne aussi ce chiffre très étonnant, c'est que 75% des personnes disent qu'elles ont des relations sexuelles qui sont meilleures et bien plus intéressantes que quand elles étaient jeunes. J'aimerais ajouter... mais j'aimerais ajouter quelque chose. Vous permettez? J'aimerais ajouter quelque chose. Ce qu'il voulait signifier, effectivement, au niveau de l'éjaculation, si un jeune, c'est-à-dire que si on mesure l'éjaculation, elle peut aller jusqu'à 60 cm, disons, une mesure fictive, au moment de la vieillesse, entre guillemets, qui, moi, donc, est une étape normale de la vie, donc, il y a une réduction, si vous voulez, de la portée de l'éjaculation, mais ça ne joue nullement au niveau libidinal, ça ne joue nullement au niveau des émotions, ça ne joue nullement au niveau de la tendresse, c'est tout à fait comparable et même beaucoup plus satisfaisant parfois. Est-ce qu'on peut poser alors, monsieur, madame Lacroix, allez-y. C'est vrai, je trouve qu'on fait mieux l'amour maintenant qu'avant. C'est plus intéressant. C'est plus intéressant. Oui. Vous pouvez nous développer cette idée? Oui, je trouve quand on est jeune, on fait l'amour vite et on recommence. Hein, alors que là, on le fait une fois bien noyé, terminé. Il est bien fait. Madame Soleil, vous voulez dire? Eh bien, j'étais en train de dire qu'il y a autre chose quand même que cette fameuse sexualité sur laquelle on revient toujours et toujours et toujours. Bon, d'accord. Il est sensible que les femmes ont une sexualité plus longue que celle des hommes. J'ai eu beaucoup de confidences à ce propos, croyez-moi, hommes comme femmes. Et par conséquent, la femme est érectile beaucoup plus facilement que l'homme. Elle a d'ailleurs des zones chez elle qui ne sont pas celles des hommes. Alors il faut voir que la constitution masculine et celle féminine ont des rapports qui ne sont pas toujours absolument étroits et parfaits. Donc il faut savoir comment s'adapter les uns aux autres. C'est le problème du vieillissement, hein, c'est le vieillissement. Tous les gérontologues sérieux vous diront que le vieillissement n'est pas une détérioration, c'est une amélioration, c'est comme le vin, ça se bonifie. Bah non, c'est formidable, ça donne envie de vieillir. Ça donne envie de vieillir, non, mais ça donne envie de vieillir dans des conditions privilégiées. Oui, mon gars. Oui, allez-y. Oui, il faut quand même être privilégié.
Il faut quand même être privilégié, être en bonne santé, avoir une intelligence qui se maintient. Il faut avoir aussi une partenaire qui se maintient, et l'on l'a évoqué tout à l'heure, qui maintient également à vitesse égale son intérêt pour la chose. Sinon, effectivement, on a les problèmes qu'on connaît en clinique. Alors, je voudrais vous... Oui, vous vouliez ajouter quelque chose, madame? Que devient notre séduction? Ah oui, c'est vrai. On va en reparler tout à l'heure, parce que là, au point de vue séduction, bon, alors on va y revenir tout à l'heure sur ce que, ce que réclament plutôt les femmes par rapport aux hommes. Mais là, on ne va pas tomber dans la séduction, on va tomber, si vous voulez, on va encore faire un petit détour par la mécanique pure et simple, Madame Soler. Je vais vous expliquer pourquoi, vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Parce que, non, on en rit, mais c'est difficile d'en parler sérieusement. On peut discuter sérieusement sans se prendre au sérieux, c'est ce que nous faisons ce soir, mais on avance quand même dans une discussion qui reste tout de même tabou. Je disais qu'on est à un problème purement mécanique, j'ai retrouvé le fil de mes idées, problème purement mécanique pour un certain nombre d'hommes. On disait tout à l'heure, messieurs, que l'homme a une part plus active, je dirais, dans l'acte sexuel, et donc pour certains, l'idée d'avoir une défaillance à partir d'un certain âge, ça pose un réel problème, et un problème d'ordre psychologique très important. Et ces hommes, eh bien, ils vont se faire opérer, subir un traitement qui sont faits, qui sont réalisés par un médecin qui est ici dans la salle ce soir. Et nous avons rencontré l'un de ces patients à qui il a disposé un implant. Et vous allez voir d'abord le témoignage de ce patient et ensuite un certain nombre de techniques qui permettent justement aux hommes vieillissants et qui ne se sentent plus, je dirais, en mesure d'accomplir l'acte sexuel, de pouvoir le poursuivre avec peut-être les risques que ça comporte. Reportage Louis Carzou. Je prends le téléphone. Lors d'un rapport, brutalement, ma verge s'est pliée à l'équerre, qui m'a provoqué une douleur épouvantable. Ça s'est arrêté, je n'y ai pas prêté d'attention, et ça n'est que le lendemain, en allant uriner, que j'ai vu le jet d'urine partir sur la gauche. Sans souffrance apparente, mais je n'avais plus de direction, la verge était molle, sans aucune sensibilité. Alors ensuite, vous avez subi une opération? On a posé un implant, ça paraissait très encombrant, il y avait un pansement énorme, et puis la sensibilité progressivement est revenue, et j'ai repris ma vie tout à fait normale, comme avant cet incident. Comment est-ce que votre femme a réagi tout au long de ces événements? Elle a eu très peur qu'en fait je n'en sorte pas ou amoindri. Alors ça a été, je pense, pour elle une grande satisfaction de voir comment s'est déroulé ensuite, après l'opération, je dirais, les rapports que j'ai eus, qui ont été tout à fait normaux, je dirais presque meilleurs qu'avant. Oui, je dois reconnaître que je suis un privilégié, parce que je n'ai pas ce risque, et entre guillemets, de ne pas pouvoir faire face. Et psychologiquement, c'est important? Ah oui, pour moi, c'est une très grande victoire. Je pense que c'est là un très gros équilibre. Docteur Soubreny, quel est votre client type? Alors, le client type dans ce domaine, ce sont des gens qui ont, je dirais, au-delà de 55 ans. 60, 65, bon, ou plus naturellement. Ça peut se trouver qu'ils puissent être plus jeunes, mais le plus souvent c'est ça, c'est après 55 ans, grosso modo. Alors pourquoi est-ce qu'ils viennent vous voir? Alors écoutez, ils viennent me voir, je suis urologue donc, et ils viennent me voir pour des problèmes urologiques liés, dans le sujet qui nous préoccupe en tout cas, à la perte de la virilité. Alors l'intervention, quand elle est indiquée, quand on l'a fait, consiste à mettre en place des implants péniens qui sont des tuteurs en silicone. On le coupe à la longueur voulue, on l'insère dans la verge, et voilà, vous voyez, c'est très souple. Hein. On ne peut pas tout montrer naturellement, mais vous avez ce modèle-là, vous voyez, qui fonctionne grâce à des articulations du type vertébral un peu, et vous avez ce modèle-là dans lequel il y a une âme en argent à l'intérieur. Donc on a une petite sacoche, là on a le matériel, et on applique ça à la racine de la verge naturellement est à l'intérieur, ensuite on gonfle, il y a d'autres modèles qui existent, hein. Celui-ci est un des modèles existants, alors on pompe comme ceci, la verge va gonfler du fait de l'aspiration qui va se produire, c'est un effet de ventouse. Lorsque la verge a grossi et est à l'intérieur, on fait coulisser cet anneau grâce à un artifice, l'anneau vient se mettre à la base de la verge et vient
la serrer fortement pour empêcher le sang de repartir. Voilà. Voilà, ça a l'air simple comme... séduction. C'est très séduction. Bien, alors je vous ai dit qu'avant la séduction, il fallait attendre un tout petit peu, Madame Soleil, effectivement, là, on est... Mais il y a un marché. Alors, il y a un marché et tous les médecins qui sont dans la salle ne sont pas forcément d'accord avec ce type d'intervention, mais ils savent que ça existe. Et donc, comme ça existe, et comme ça correspond à un besoin de certains hommes, il faut en parler. Alors, le docteur Subrini, il a eu la gentillesse, qui est dans le reportage, a eu la gentillesse, il est derrière vous, Madame Soleil, a eu la gentillesse de venir ce soir nous rendre compte de ses travaux, comme il l'a fait dans le reportage. Docteur Subrini, moi j'aimerais bien savoir qui sont, à quel type j'allais dire de morphologie, de classe sociale, je ne sais pas, appartiennent les hommes, les patients qui viennent vous voir. Qui sont-ils? Et que veulent-ils, qu'ont-ils comme problème principal? Il n'y a pas de morphologie particulière, vous savez. Ce sont des gens qui, en général, depuis des années le plus souvent c'est 1, 2, 3, 4, 5 ans ou plus quelquefois, ont des problèmes sexuels à type de rigidité. Ils n'ont plus la rigidité qu'ils avaient autrefois. Soit elle est fortement diminuée, soit elle est même abolie, ça peut se faire. C'est rare. En général, la rigidité existe encore, très amoindrie et très difficilement utilisable en fait. Mais enfin, il y a encore quelque chose. Il y a aussi un groupe de patients qui ont une impuissance absolue, c'est-à-dire chez qui non seulement il n'y a pas de rigidité du tout, mais chez qui même la tumescence, c'est-à-dire le gonflement de la verge, qui correspond au remplissage par le sang, est même aboli. Ce type d'impuissance-là, absolue, est rare. Il doit faire peut-être 5% des cas environ. Alors, j'allais dire, est-ce que ce sont des hommes qui ont envie de performance physique? Ça voudrait dire, moi, je me dis peut-être que ce sont des hommes qui ont envie de femmes plus jeunes qu'eux, à qui ils veulent montrer qu'ils sont toujours ce qu'ils étaient jusqu'à présent. C'est plutôt ce type de personnage? Oui, ça peut se faire. Non, c'est pas ça. Non, je cherche à savoir. Ce sont des gens qui sont impuissants, au sens général du terme. Ça veut dire qu'ils ne sont pas capables... Mais ça a quand même rapport avec l'âge. Ça n'a pas de rapport avec l'âge, mais ça croît avec l'âge quand même. Bien sûr. Tout à l'heure, quelqu'un disait à juste titre que la qualité avec l'âge restait la même, ou même pouvait être améliorée, ce que je crois aussi, mais que la fréquence diminuait. Il y a d'ailleurs un sigle amusant sur le sujet, qui est le sigle MMS. On dit que quand on est jeune, c'est matin, midi et soir. Après, c'est mardi, mercredi, samedi. Mars, mai, septembre. Et puis ça se termine avec mes meilleurs souvenirs. Vous n'en êtes pas quitte avec cette boutade, docteur Subrini. Simplement, Eddie Barclay, un peu plus sérieusement, est-ce que vous comprenez... C'est 3 fois par semaine, excusez-moi, vous êtes Eddie Barclay, oui. Un homme qui se marie régulièrement avec des femmes qui sont plus jeunes que vous. Oui, d'accord. Oui. Est-ce que, jusqu'à présent, j'ai pas dit de bêtises? Bon, non, c'est très bien. J'ai essayé de me marier avec des femmes riches et à chaque fois, j'ai pas réussi. Mais par contre, j'ai posé des très belles. Et alors, je veux dire, est-ce que vous comprenez, sérieusement cette fois-ci, 2 secondes, est-ce que vous comprenez que des hommes puissent aller consulter le docteur Subrini, subir ces opérations parce que ça correspond à un besoin? Est-ce que c'est quelque chose qui vous semble logique, normal? Tout à fait. Dans une période comme une époque comme on vit maintenant, je trouve ça très bien, au contraire. À votre avis, quel est leur souci? C'est le souci de rester... Le souci, c'est de pouvoir faire l'amour à une dame qu'on aime. C'est ça. Le seul souci, c'est pas une question d'âge, c'est une question naturelle. C'est même pas un problème. Par exemple, est-ce que vous ne sauriez pas, docteur Subrini, alors, un peu plus direct encore, vous avez toujours vécu avec des femmes, enfin, depuis un certain temps, avec des femmes beaucoup plus jeunes que vous. Spécialement avec Caroline, que j'adore, mais... Le fait, c'est vrai, d'épouser de jeunes femmes... Est-ce que ça ne pousse pas à consulter le docteur Subrini? Voilà. Justement, à cause des jeunes femmes, je n'ai pas besoin d'aller voir le docteur. Mais je viendrai vous voir si ça va. Enfin, si ça arrive. Non, mais Macha Béranger. Non, mais c'est vrai. C'est pour rendre heureux la femme que l'on aime. C'est pas forcément une femme plus jeune. Pourquoi et puis Madame Soleil qui a épousé elle a très bien expliqué, Madame Soleil. Il y a le charme et l'amour. Il y a le charme, il y a le cœur, il y a la tête, il y a l'amour, il y a l'activité, il y a le comportement, il y a plein de choses en dehors de l'amour. Et à partir de là, peut faire que les gens, employons des mots vulgaires, bandent pour leur conjoint. C'est important aussi de garder la femme que l'on aime, quel que soit son âge. C'est très important. Oui. Est-ce que vous avez, vous, ou pas, non? Oui, en gros, non.
Non, lui, il n'est jamais d'accord, j'ai remarqué. Ça dépend de ce qu'on veut dans la vie. Hein. Ça dépend de ce qu'on veut. Le problème, c'est qu'actuellement, on s'aperçoit que les gens vivent de plus en plus vieux. Et s'ils veulent avoir une belle vieillesse, eh bien, il ne faut pas qu'ils fassent d'excès. Hein, et d'excès en tout. Ah bon. Parce que ça c'est nouveau. Alors, je vous remercie ça vient de sortir. Je vous remercie de me le dire parce que... Non mais attendez, vous me laissez finir parce que vous êtes amusant, Monsieur Barclay, mais pour moi, vous n'êtes pas un modèle, franchement. Hein. Et ce que je veux dire, c'est que tout ce qu'on peut voir dans le monde, j'ai fait le tour du monde sur ce problème-là, et je peux vous dire que les gens qui sont heureux, les gens qui ont une belle vie en fin de vie, ce sont des gens qui ont eu, la plupart du temps, des relations amoureuses longues et fécondes, mais qui les ont eues d'une manière totale. Vous voyez ? Et la longévité est liée souvent à la fidélité, non pas au sens où on est fidèle toute la vie, mais à une certaine forme de fidélité à la personne avec laquelle on s'engage. Il est très important de comprendre ça, parce que si on veut vivre bien la fin de sa vie, et ce n'est pas toujours le cas en ce moment, parce que plus on vit vieux, plus on a de chances d'avoir des années difficiles en fin de vie, eh bien, on doit ménager la psychologie qu'on peut avoir avec les autres, on doit ménager sa sensibilité, la sensibilité de l'autre, comprendre l'autre, et c'est un gage de longévité, ça. Évidemment. Bien. Alors, je voudrais tout de même reposer une ou deux questions. Je les ai entendues tout à l'heure dans la salle, je vais vous les poser. Est-ce que, c'est une question pratique celle-là. D'abord, combien avez-vous de clients par an, un médecin comme vous, sur ce type d'intervention? Et est-ce que ça a un coût? Combien ça coûte? Oui, bien sûr, ça a un coût. Ça coûte entre 15 000 et 20 000 francs, ça dépend des difficultés locales qu'il peut y avoir, peut être plus ou moins facile. Quelquefois, il peut y avoir aussi un acte complémentaire à faire, par exemple un allongement de verge, quand c'est nécessaire. Voilà. Alors, docteur Weinberg, je disais tout à l'heure que c'est un phénomène qui existe, hein, donc on ne peut pas le contester, mais on peut ne pas être d'accord ou tout au moins le contester. C'est-à-dire que ce qui est en jeu ici, c'est un petit peu l'effet miracle de ce type de traitement, mais c'est en fait parce qu'il y a peut-être eu quelques excès ces temps-ci. C'est assez facile, au fond, pour la médecine de répondre à la demande d'aide dans ce domaine de la vie intime, quand elle dispose, pour les hommes, de techniques qui sont parfaitement au point, qui sont appliquées par des hommes qui sont extrêmement experts. Mais cette facilité, pour le sexologue, elle peut souvent être mal vécue parce qu'elle fait prendre un petit peu à la légère la question de la relation, dont on ne cesse au fond de parler tout de même, on ne parle pas que de sexe ici. Elle peut sous-estimer aussi l'attitude et le désir de la partenaire. Alors nous aurions envie, au fond, que tous ces paramètres soient pris en considération, ils ne le sont pas toujours. Mais vous ne contestez pas formellement ce type de... Non, c'est tout à fait important, parce qu'on a l'air ici de croire que toutes les vieillesses se font de manière idéale. Il y a les vicissitudes auxquelles, hélas, les hôpitaux en sont remplis. Il faut se soumettre. Il y a des traitements, il y a une médecine qui peut également avoir des effets néfastes sur la sexualité. Et il y a des situations dans lesquelles, qu'on le veuille ou non, on est amené à vouloir rester un homme. Docteur Le Gouès. Oui, vous posez aussi la question de l'évaluation, comment dirais-je, de l'évaluation, nous parlions de prothèse, mais du service rendu. Et le problème est de savoir de quel côté se trouve la plus grande satisfaction. Du côté du patient, du côté du prothésiste, ou bien de façon partagée. Alors, et évidemment, lorsque la satisfaction est partagée, c'est ce qu'on peut imaginer de mieux. Mais pour arriver à une évaluation correcte, et je rejoins tout à fait mon confrère, je ne pense pas que l'on puisse obtenir une information par une évaluation unilatérale. Il faut s'engager à procéder avant l'intervention à une évaluation psychologique avec le demandeur, de façon à bien s'assurer ce qu'il attend de nous, et s'il n'attribue pas à la médecine un pouvoir bien supérieur à celui qu'elle a réellement. Et ensuite, de faire une évaluation après l'intervention. Nous devons alors d'avoir un échantillon pour un sujet satisfait, bon, mais ça n'est pas éclairant pour l'ensemble de la population. Excusez-moi, mais il faut quand même dire que les urologues s'y soumettent. La seule chose qu'il faut ajouter, mais nous n'allons pas entrer dans des problèmes de statistiques, c'est que l'évaluation se fait trop près, à une période trop proche de l'intervention. Alors, ceci pour le protocole, mais je voulais dire simplement que sans l'avis de l'intéressé qu'est le patient, nous ne savons rien.
Absolument rien. C'est simplement, comment dirais-je, une prothèse d'organe dont nous ne connaissons pas le devenir dans le psychisme du patient. Vous m'avez dit, un professeur de Florence, le professeur Antonini, disait « Oh, un zizi artificiel, si c'est bon pour le moral, pourquoi pas ?» Oui, mais pour le moral du médecin. Docteur Subrini, on va clore sur ce sujet pour faire plaisir à Madame Soleil. C'est un confrère de monsieur qui on peut peut-être pas simplement résumer ça, mais décidément tout le monde perd son micro ce soir, remettez-le. Voilà, allez-y, on vous donne la parole. On va dire un petit mot. Il ne faut pas s'élever contre les implants péniens, parce que ça vraiment, c'est pas correct et c'est pas honnête scientifiquement. Les implants péniens, c'est le seul traitement existant d'une impuissance authentique qui existe. Quand même un individu qui est marié, par exemple, ou qui ne l'est pas, peu importe, enfin on peut prendre un exemple précis si on veut, quelqu'un qui est marié, qui aime sa femme, qui veut l'honorer, a envie d'avoir des rapports sexuels, il a une libido, mais l'organe ne répond pas parce qu'il a une pathologie dans laquelle on ne va pas entrer, ça n'a pas l'intérêt ici. Il faut quand même à ce patient lui prodiguer autre chose que des bonnes paroles. J'entends bien. Bon, alors l'intervention est très efficace, c'est une très bonne opération. Les gens sont extrêmement satisfaits, il faut le dire. Est-ce qu'il y a des gens insatisfaits? Naturellement, il peut y en avoir qui ne sont pas satisfaits. Ceci se produit dans la circonstance suivante. D'abord, il faut dire que les gens qui ne sont pas contents sont très rares. Et ces gens ne sont pas satisfaits, non pas du tout de la chirurgie, qui donne vraiment de très bons résultats, qui permet toujours la pénétration, et même dans le cadre des implants souples, qui restaure la fonction érectile. C'est donc un progrès qu'on ne peut quand même pas passer sous silence. Absolument. Bon. Lorsque les gens sont insatisfaits, ou même relativement mécontents, c'est pour la raison suivante. C'est qu'ils ont demandé à l'opération ce qu'elle ne peut pas donner. C'est une chirurgie qui donc va réparer un désordre hydraulique, pourrait-on dire, local. Et elle le fait. Si les patients... Mais est-ce que je continue? Non, finissez. Vous finissez, mais concluez. Vite, et je conclue alors. Bon, si les patients attendaient de l'intervention un retour d'affection, par exemple, parce que leur femme les a laissés, l'intervention ne va pas résoudre le problème. D'accord. Moi, j'aimerais bien avoir, avant de passer à la séduction, d'avoir l'avis de Macha Béranger sur tout ce qu'on vient de dire. Là, vous avez été curieusement silencieuse, vous qui avez l'habitude toutes les nuits sur France Inter d'écouter les confidences des uns et des autres. J'ai continué d'écouter là. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Là, c'est un petit peu difficile de répondre au discours du docteur, parce qu'enfin, c'est très mécanique, très technique. Je serais un peu de l'avis de Madame Soleil, qui est resplendissante, jeune mariée, et on parle peut-être un peu plus du cœur plutôt que du ventre. Alors, on va y venir tout de suite avec, là, Madame Soleil, vous allez être contente, une femme. On a parlé des hommes, là, à l'instant, sur le plan purement mécanique, si je puis dire. On va parler d'une femme que nous avons rencontrée, et qui s'est adressé à un organisme qui s'appelle Unicentre et qui s'occupe de mettre en relation des personnes qui ont envie de se marier. Alors vous allez le voir, la question posée par cette femme, c'est je veux pas simplement un homme pour coucher avec moi, je veux de la chaleur, je veux de l'affection, mais je veux aussi une vie de couple normale. On l'écoute, vous allez voir, c'est Marie-Laure Véret qui l'a rencontrée. Ce qui vous amène à faire cette démarche auprès de moi? C'est très complexe. C'est très complexe, mais c'est, je crois, le besoin de ne pas être seul dans la vie. La peur de la solitude, si vous préférez. Et depuis quand l'êtes-vous? Depuis à peu près 4 ans et demi. Et depuis ces 4 années, comment les avez-vous vécues avant de venir me voir? Très mal. Très très mal. Très très mal. Ça a été l'horreur. Ça a été l'horreur, ça a été presque la dépression, ça a été presque des envies de suicide, ça a été envie de hurler, on ne se sent plus aimé, on ne se sent plus bon à rien, on ne se sent plus utile à rien. C'est effroyable. Quel est le type d'homme que vous recherchez? Je ne veux pas rencontrer des hommes, comme ça m'arrive très souvent, parce que je suppose je dois avoir un physique qui n'est pas encore trop foutu, mais je suis terriblement draguée. Eh bien, je ne veux pas rencontrer un homme et coucher avec lui au bout d'une demi-heure. C'est pas ça mon but. Mon but, c'est de trouver une possibilité d'amour, une possibilité d'échange à tout point de vue. Pourquoi pas alléger un peu de cours, un peu de sentiment, un peu de poésie, un peu de beauté, d'absolu, enfin c'est peut-être un grand mot, enfin quelque chose de beau. La sexualité a quelle importance dans votre relation? Ce n'est pas parce que j'ai 60 ans que je considère que ma vie
amoureuse est finie. Si je cherche un compagnon, c'est pour vivre avec lui pleinement. Tout ce que cela implique. On a parlé du sentiment, de l'intellect, de tout, mais tous les domaines, même la sexualité, car la sexualité c'est une chose très simple, très saine, très nette, qui est nécessaire pour tout être humain, normalement constitué. Je crois que c'est mon cas. Et je l'assume avec une totale simplicité, ça ne me gêne pas du tout. Je pense que c'est logique, normal, sain et humain. Voilà, alors là on a eu, dans un tout autre registre, ce qu'attend cette dame qui a une 60aine d'années, qui est encore séduisante, et qui dit, Macha Béranger, qu'elle attend l'affection, qu'elle ne renie pas la sexualité, mais qu'il y a autour quelque chose... Il y a la gentillesse. Vous savez, récemment, il y a eu un sondage sur ce que demandaient les femmes aux hommes, et en numéro 1 venait la gentillesse, en 2 l'humour, en 3 la compréhension, et la sexualité venait bien après. Comme quoi, c'est pas le plus important. Madame Soleil. Eh bien, je pense tout simplement que tout ça vient du cerveau. Par conséquent, oui, ce n'est pas autre chose. Parce que quand vous avez une sorte d'exaltation, évidemment, vous ne savez plus trop où vous en êtes. Or, la séduction est justement le chemin qui conduit au plaisir de l'amour, naturellement. Même si ce plaisir n'est pas particulièrement décrit comme on vient de l'entendre, c'est quand même une joie immense de pouvoir se serrer l'un contre l'autre, de se rendre des mots gentils et de sentir qu'on est tous les deux à affronter la vie, mais enfin, la sexualité vient quand même au dernier rang à ce moment-là. Mais elle peut renaître, justement. Elle peut renaître quand tout cet attachement est réalisé, oui, là, ça peut revenir, c'est un miracle, mais ça existe. C'est le vrai désir. Moi, j'ajouterais que, finalement, à un moment donné, la sexualité dont vous parlez, elle doit être perçue dans sa globalité. Ne pas la séparer, si vous voulez, de sa vie intime, de la tendresse partagée avec quelqu'un qu'on a aimé. Je pense qu'on vieillit avec sa sexualité. Chacun vieillit avec sa sexualité. Hein. On ne peut pas comparer la vie, donc amoureuse et sexuelle, d'une personne par rapport à celle d'une autre personne. Mais ce qu'il y a de plus important à souligner, c'est qu'on aime l'autre pour ce qu'elle représente, et non plus pour un objet sexuel tel qu'on le voit dans les magazines, les journaux. Ouais. Et ce qui est plus important également, le masque tombe à un moment donné. On ne triche plus avec ses sentiments. On peut donner ce qu'on a réellement à l'autre. On a accès à l'intimité de l'autre. Et c'est ce qui fait la force de la relation dans un couple âgé qui a vécu tendrement. Eddie Barclay, et après au docteur Weinberg. D'abord, j'allais dire au consommateur, ensuite au médecin. Est-ce que vous pensez-vous que... Je ne suis pas un consommateur, parce que je suis un tendre dans la vie. Vous éprouvez... non, voilà. Moi, quand j'épouse une femme, quand je suis avec elle, je suis vraiment, franchement amoureux, et j'aime la dame avec qui je suis, franchement. J'ai été marié pendant 14 ans une fois, j'étais marié 8 ans, 6 ans. Bon, c'est vrai que quand l'amour est terminé, il vaut mieux... pas se faire la gueule et partir. Je trouve ça plus honnête même, de part et d'autre, car j'ai été quitté aussi. Donc je trouve que c'est bien de partir quand l'amour est terminé, comme dirait mon ami Aznavour. Docteur Weinberg, moi la question que je voudrais vous poser, c'est, on a l'air de présenter, je ne sais pas si c'est vrai ou faux, c'est l'impression que je fais, l'amour pour les femmes, le besoin d'amour, différemment de celui des hommes. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est une erreur ? Je crois que c'est vrai. C'est un peu le travail d'ailleurs de tous les collègues qu'on entend, des conseillers, c'est le travail même de l'artiste, du poète, de rappeler qu'au fond, les objectifs doivent se rejoindre. Je pense que c'est vrai qu'il y a des différences. Elles sont culturelles, nous sommes élevés. Mais c'est de quel ordre ? Parce que culturel, je ne comprends pas ce que ça veut dire. Ce que ça veut dire, c'est que les hommes vont être vraisemblablement plus motivés pour la sexualité, parce qu'ils vont affirmer le maintien d'une certaine jeunesse. Il faut quand même aussi voir cette dimension qui rappelle l'utilité quand même de ces opérations et de cette quête vers le maintien de ce qui en est l'insigne, qui en est l'emblème, n'est-ce pas ? Alors que les femmes, c'est vrai, passer le cap des satisfactions liées à la grossesse, vont avoir besoin et vont exprimer d'autres aspirations. Je voudrais ici dire quand même que nous parlons de 2 cas de figure assez différents et que le vrai problème, c'est tout de même celui de la continuité. Il y a 2 cas de figure. Il y a le couple qui vieillit pendant des décennies
côte à côte, et puis qu'il y a presque plus de mérite, je dirais, de maintenir le désir, de maintenir son appétit, de maintenir cette gentillesse. Et puis il y a le couple qui se découvre à n'importe quel âge et qui va retrouver le chemin ardent du coup de foudre. Est-ce que ça veut dire que d'une certaine façon, je veux dire, finalement on prépare, je suis en train de penser à une chose, on prépare sa retraite sur le plan matériel, c'est-à-dire, j'allais dire, combien va-t-on gagner, on prépare sa retraite sur d'autres plans, on prend une assurance décès pour avoir un caveau, je sais pas, une concession pour 30 ans, n'importe quoi, on prépare son héritage. Est-ce qu'on devrait préparer sa vie sexuelle, je dirais sa retraite sexuelle? Je crois que c'est tout à fait vrai. Je crois qu'au fond, le sens d'une rencontre comme celle de ce soir, c'est un peu d'inspirer cela. Car au fond, on ne voit pas très bien comment, à 55-60 ans, un couple libéré d'un certain nombre de contraintes matérielles et familiales va se mettre à découvrir le dialogue idéal entre eux, va pouvoir, du jour au lendemain, retrouver des aspirations qui n'ont pas été partagées pendant des années et des années. Donc ça se prépare à 40 ans? C'est sans doute autour de 40 à 50 ans que se préparerait, je crois, la réussite. Et ça consiste en quoi? Ça consiste à faire très attention à l'autre, à découvrir qu'il y a effectivement ces différences que nous évoquions entre les hommes et les femmes, que l'autre existe, qu'il a une personnalité, une sensibilité, et que de l'autre côté, la femme doit reconnaître qu'il y a un certain nombre de petites fantaisies d'enfantillage masculin auxquelles elle va peut-être se soumettre aussi. Bref, on s'entend. Moi, je crois que le respect est très important dans tout ça. Dans le respect d'un couple. Oui. Entre la femme et l'homme, c'est très, très, très important, le respect. De respecter la façon de vivre de l'autre, son activité, sa façon d'être, etc. Vous faites penser à Monseigneur Bouvier en 1826 qui écrivait en parlant du mariage, il disait qu'attendu que la femme âgée ne peut plus enfanter, qu'elle pouvait donc se marier, car elle était toujours dans une position passive dans son rapport à l'homme, que l'homme, elle pouvait donc recevoir le sperme de l'homme, et rester dans cette position passive. Je pense qu'il ne faut pas introduire trop de différence entre un homme et une femme au niveau du vécu à la fois affectif et de la sexualité. Il y a des femmes donc, qui vivent pleinement leur sexualité à travers le désir, à travers la tendresse, également chez l'homme. Il y en a d'autres qui sont complètement fermés et refoulés à cette situation. Alors, je voudrais entendre, si on pouvait passer un micro, il y a des jeunes qui sont au-dessus de nos invités. Aussi, je voudrais qu'on leur passe un micro, si c'est possible, et je voudrais les entendre parler de l'émission qu'on vient de vivre ensemble. Tenez, prenez-le. Et je vais vous demander, parce qu'il y a une vraie pression aussi, il y a une pression des jeunes sur l'image qu'ils doivent avoir, qu'ils ont envie d'avoir des personnes plus âgées. Est-ce que, mademoiselle, tiens, vous avez le micro à la main, est-ce que ça vous choque si vos parents, si vos grands-parents se présentent sous le jour où on les a un petit peu aperçus ce soir? Ou est-ce que vous préférez avoir d'eux une image du bon papy, de la bonne mamie? Est-ce que ça choque pas plus les jeunes? Choqué, non. Enfin, j'imagine pas qu'ils aient une vie sexuelle, mais j'aimerais bien en avoir une moi. Donc c'est une idée un peu contradictoire. C'est une pensée contradictoire. C'est-à-dire on peut passer... Oui, on peut passer à votre voisin ou à votre voisine. Oui, mademoiselle. Moi, j'imagine tout à fait que mes parents aient une vie sexuelle avec eux. D'ailleurs, je veux dire, j'en ai déjà parlé, il n'y a aucun tabou. Et voilà, quoi. Enfin, et moi aussi, j'espère en avoir une. On vous le souhaite, oui. Moi, la chose que j'ai apprise ce soir, c'est surtout qu'on pouvait avoir une sexualité jusqu'à ces âges avancés. Et je pensais que ça devenait plus de la tendresse. Autour de la table. non, mais je pensais que ça se tournait plus vers de la tendresse et vers de l'affection, plutôt qu'un rapport sexuel intense et plus poussé. Ouais. Bon, on peut repasser ou à votre voisin, monsieur. Vous avez écouté. Ma vie sexuelle à moi est très bonne. Enfin, oui, non, on ne vous parle pas de vous, on vous parle du regard que vous avez sur l'émission. Je pensais qu'on parlait du regard vis-à-vis de... Bon, allez-y, dites ce que vous avez à dire, après, c'est moi qui vous interromps. Non, mais ma vie sexuelle à moi, là, elle me pose aucun problème. Si je dois voir la mienne plus loin, dans 20 ou 30 ans, je sais pas, oui, peut-être que je pense qu'il faut la préparer aussi... assez longtemps à l'avance, et de toute manière il y a une évolution. Quand j'entendais ce couple dire que Monsieur et Madame Lacroix, Monsieur et Madame Lacroix qui disaient que leur vie sexuelle était toujours aussi bonne, et j'entendais pas parler d'évolution. Je trouvais qu'elle était constante, qu'elle était à son top niveau depuis qu'ils se connaissaient. Et vous voulez qu'il vous donne une réponse, Monsieur Lacroix? Oui, non, je sais pas, ce que je pense, c'est que j'ai Allez-y, Monsieur Lacroix. Oui, elle est toujours pareille. On y va moins de fois. Non, mais moi j'imagine une évolution sur
sur 40 ans, tout le monde évolue. Et la vie sexuelle aussi évolue, donc elle est forcément différente à 20 ans, ou à 24 ans, ou à 60 ans. Et j'arrive pas, moi j'ai du mal à imaginer comment je vais faire l'amour à 60 ans. Et je vais certainement pas le faire de la même manière. Venez me voir, je veux venir demander. Attendez, on va s'arrêter là parce qu'on arrive au terme de l'émission, mais tout de même ça pose une question importante. Est-ce que c'est pas... Pardon, vous disiez, monsieur Lacroix? Il fera l'amour plus longtemps à 60 qu'à 20 ans. Alors, le dernier mot, on va peut-être le laisser, on va le laisser à nos invités autour de la table. Docteur Weinberg, c'est vrai que le regard des plus jeunes sur la sexualité de leurs parents, de leurs grands-parents, est-ce que c'est quelque chose qui peut les inhiber? Est-ce que c'est quelque chose qui empêche ces personnes de le faire ou tout au moins de l'avouer? Ah, mais de toute façon, on a un témoignage ici très, très direct. On ne peut pas imaginer effectivement la sexualité de ses parents. C'est quelque chose d'ordre un peu psychologique. Mais il y a un blocage, et également encore moins celle des grands-parents, à moins qu'il y ait effectivement au sein de la famille une certaine liberté de langage et de comportement. Mais la grande question, je crois, c'est pas aux alentours de 20 à 30 ans qu'on y est sensible, c'est plutôt aux alentours de 40-50, en particulier dans les zones urbaines, où il y a quand même plus de solitude, où il y a des risques de se sentir effectivement déjà un petit peu attaqué, j'allais dire de plein fouet, par la fatigue, par le stress. On n'a pas assez parlé du stress qui peut aussi intervenir comme un facteur déstabilisant. Alors, la dernière chose que je voudrais dire avant qu'on referme ce dossier ce soir, on n'a pas tout dit, mais on a dit des choses. Alors, je suis désolé de l'arrêter quand même. Oui, arrêtez-le, mais pas trop longtemps. Les problèmes de personnes âgées et leur sexualité, je crois qu'il y a une faille dans son discours qui me gêne beaucoup. Certes, il y a 20 ans, la personne âgée vivait sa sexualité dans la clandestinité, oui. Mais je crois que depuis un certain temps, les personnes âgées assument leur sexualité d'une manière libre. Oui. Elles ont accès à leur propre liberté intérieure, elles n'ont plus à se justifier vis-à-vis de leurs enfants, vis-à-vis de la société, même s'il y a quelques tabous qui existent encore. Dernière chose que je pose aux médecins et à Eddie Barclay, est-ce que c'est bon pour la santé? Merveille. C'est absolument vital. C'est vital. Cool. Tendu, cool. Et c'est quoi le troisième âge? Façon, évidemment. Le troisième âge, c'est quand on a renoncé. Bien. Merci en tout cas. Merci à vous tous. Juste avant de nous quitter, je voudrais vous présenter quelques livres qui nous ont permis de réaliser cette émission.